Non, mais je suis ravi de vous interviewer comme ça en confinement. Vous êtes Frédérique Dumas, donc vous étiez à La République En Marche J'étais à La République En Marche. et vous étiez une des premières à quitter le navire. Vous avez parlé de Titanic, c'était en 2018, En 2018, oui, ouais, tout à en, fait, oui. en début d'année ou Oui, fin oui, oui, non, en septembre 2018. Exactement le 17 septembre 2018, je m'en souviens de ce jour fondateur. Oui, oui, tout à fait, ouais. Moi, j'étais députée En Marche parce qu'en fait, je suis quelqu'un justement qui pense qu'il ne faut pas mettre les gens dans des boîtes et j'ai trouvé intéressant, et je l'avoue totalement et je l'assume, d'avoir accompagné cette aventure à l'époque qui était justement non pas le ni droite ni gauche parce que moi ça m'intéresse pas, je trouve que les gens ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, mais de pouvoir effectivement sortir des idéologies. Donc moi, par exemple, en même temps me plaisait, parce que je ne savais pas ce que ça allait devenir, mais en même temps, c'était le fait de ne pas effectivement bloquer la discussion, de ne pas le faire par idéologie, mais de prendre un problème dans toutes ses dimensions pour pouvoir le résoudre. C'était aussi la bienveillance, bref, voilà, je vous passe les détails. Et en septembre 2018, j'ai décidé de partir, parce que, alors, ça ne vous a pas échappé que c'est juste après l'été, et qu'est-ce qui s'était passé pendant l'été? S'était passé ce qu'on a appelé l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, pour moi, c'était un problème d'exemplarité. Et moi, je pensais que le président allait se séparer d'un certain nombre de personnes. Dans un monde compliqué, il faut pouvoir avoir la confiance des citoyens, et je pensais que ça passait par le fait de se séparer d'un certain nombre de personnes dans son équipe et de montrer effectivement aux Français que ça ne se repasserait plus jamais. Et donc, évidemment, comme vous le savez, en septembre, il y a eu on continue et on va plus vite, plus fort. Ce qu'il faut dire, c'est que vous étiez proche de François Bayrou au Modem, donc vous avez pleinement participé à la campagne, vous avez cru à la dynamique En Marche, vous avez tenu finalement un peu plus d'un an, et à ce moment-là, vous avez eu une parole très dure, enfin très dure. Pour l'époque, c'était assez courageux, c'était de dire ce gouvernement, c'est le Titanic. Oui, oui, voilà, c'était tout à fait ça. Et je trouvais que l'image du Titanic, bon, moi je suis une ancienne productrice de cinéma, et je trouve qu'en plus, c'était une belle métaphore parce qu'elle englobait tout. Le Titanic, c'était effectivement, vous vous rappelez cette histoire, c'est un capitaine, déjà il faisait une belle traversée, c'était une traversée inaugurale, mais en plus il a voulu aller plus vite et trop vite. Et là, c'était la même chose. Moi, je disais depuis un an, attention, on est en train d'aller trop vite, on est en train de ne pas tenir compte finalement des fractures. Moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, les fractures, et on voyait qu'elles étaient multiples. Mais quand on parlait fractures, à ce moment-là, à La République En Marche, on vous regardait, et dans la majorité du genre, voilà, nous on est modernes, on est des progressistes, et tout ça, voilà. Et donc, je suis partie en disant, voilà, c'est le Titanic. C'est-à-dire que je pensais que pendant l'été, ils allaient comprendre un certain nombre de choses. On s'en fiche en fait du cap au bout d'un moment. C'est le chemin qu'on prend pour faire une politique qui atterrit dans le quotidien des Français. Si elle n'atterrit pas dans le quotidien des Français, elle n'a pas d'intérêt. Lui-même, le président à l'époque, a indiqué « je veux aller plus vite et plus fort ». Ce sont ces mots. Plus vite et plus fort, donc voilà, le Titanic. Et l'autre métaphore intéressante du Titanic, c'est, vous vous rappelez, c'est qu'évidemment, quand il percute l'iceberg, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Là, si on veut poursuivre la métaphore, il s'en est cogné quelques-uns des icebergs depuis le début, et pourtant, le bateau n'a pas encore coulé quand même. Sincèrement, à l'époque, certains m'ont dit j'attaquais la majorité en disant que c'était le Titanic. Mais je leur avais répondu non, c'est la France. Et donc, en fait, on emmène la France. Donc, ce que j'espère profondément, c'est qu'évidemment, on ne va pas atteindre, on va pas atteindre l'iceberg. Mais où vous avez raison, pour reprendre ce que vous venez de dire, c'est vrai que moi, je m'étais dit, il faut des chocs, il faut quelque chose qui va percuter, qui va faire qu'il va y avoir une prise de conscience. Je suis partie parce que moi, j'avais ce sentiment profond que s'il n'y avait rien j'allais dire, de suffisamment fort pour arrêter tout ça, il ne se passerait rien. Et il y a eu les Gilets jaunes. Je me suis dit, bon, c'est quand même ce qui va permettre la prise de conscience. Ça n'a pas été le cas. Vous étiez plutôt favorable à ce mouvement, vous avez pris des positions publiques en disant que vous étiez plutôt gilet jaune, ou comment vous êtes situé publiquement par rapport à eux? Alors, je n'ai pas pris de position en me disant que j'étais plutôt gilet jaune ou pas gilet jaune. J'ai pris des positions en disant ce qui est exprimé sur les ronds-points et ce qui est exprimé par ceux qui sont sortis de l'invisibilité, si on n'en tient pas compte, c'est gravissime, puisque justement, c'était pour la première fois cette capacité de rendre des choses visibles, qui étaient invisibles, visibles. J'ai pas voulu vous couper tout à l'heure quand vous avez dit que vous espériez
que le président Macron se sépare d'un certain nombre de personnes. Vous pensiez à qui? Je vous cache pas, j'avais trouvé plutôt bien à l'époque le «j'assume», quand il avait effectivement dit ces mots-là devant nous. Hein, vous vous rappelez, on était les députés, hein, on était de sa majorité, on était à la maison de l'Amérique latine, et puis il a parlé du «j'assume». Bon, après, il y a eu la phrase venez me chercher, etc. Mais il y a eu le «j'assume». Et pour moi, je l'ai pris au premier degré. Je me suis dit, c'est rare qu'un président dise «j'assume», parce que la plupart du temps, ils n'assument pas. C'est pas un monde en politique, on assume rarement. En général, on cherche toujours à dire c'est les autres, etc. Donc moi, j'avais pris à la lettre cette phrase, j'assume. Et je m'étais dit, j'assume, ça veut dire quoi? J'assume, ça veut dire, j'assume que ça va pas. On s'en fiche de savoir si c'est une affaire d'État ou pas. C'est un dysfonctionnement profond de non seulement de l'Élysée, mais de tout ce qui se passait autour. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai exprimé à l'époque. J'ai dit des petits Benalla, il y en avait partout. C'est-à-dire des personnes qui utilisaient le pouvoir qu'on leur avait mis entre les mains, pas pour des bonnes raisons. Donc je m'étais dit, il va falloir qu'ils se séparent. Et à ce moment-là, je pensais effectivement, vous avez raison, qu'ils devaient se séparer de ceux qui étaient directement reliés à tout ça, et notamment Ismaël Emelien. Puisque au moment où effectivement Alexandre Benalla va être licencié, parce qu'il va finir par l'être quand même, les raisons sont données à son licenciement. Les raisons qui sont données à son licenciement, c'est uniquement le fait qu'il avait en main des images qu'il ne devait pas détenir, puisque c'était la préfecture de police qui lui avait donné, et qu'il les avait utilisées. C'est le motif de son licenciement. Quand on sait que Ismaël Emelien détenait ces images et qu'en plus il les avait mises momentanément sur les réseaux sociaux, si on veut être exemplaire et si on veut dire qu'il y a quelque chose de cohérent, si on demande à Alexandre Benalla de partir sur ce motif-là, on demande à Ismaël Emelien de partir sur ce motif-là. Et en fait, ça n'a pas été fait. Et effectivement, il a fallu attendre les enquêtes de Mediapart, et ce qui a fait effectivement que Ismaël Emelien est parti en disant qu'il écrivait un livre. Mais pour moi, c'était le début de... Je ne sais pas comment vous dire, c'est quand on commence à se dire, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, j'ai cru à quelque chose qui n'existe pas, et surtout en termes d'exemplarité. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous étiez quand même dans une relative proximité, et vous connaissez, vous êtes sans doute mieux informé que d'autres sur la manière dont fonctionne cette tête d'épingle du pouvoir. Et c'est pour ça, on s'est parlé un tout petit peu ce matin au téléphone, et c'était intéressant parce qu'on a un peu débriefé sur les séquences qu'on vient de vivre, le discours le discours de Macron de la semaine dernière, celui de ce week-end de Véran et d'Édouard Philippe. Et je voudrais refaire avec vous un peu voir comment vous avez vécu ça. Vous m'avez dit ce matin que ce président il y avait une forme de grande solitude chez lui, et en même temps il n'écoute personne, quoi. Enfin, c'est lui-même qui s'enferme dans cette grande solitude. Et quand vous parlez de Titanic maintenant, on est en droit quand même d'être inquiet sur qu'est-ce qui va nous arriver à nous, Français, face à ce président-là. Oui, moi je pense qu'on peut être. C'est vrai que c'est peut-être des mots un peu durs. En plus, moi, je viens plutôt du centre en politique, et c'est peut-être un peu détonnant venant du centre. Mais moi, je pense effectivement qu'on peut être inquiet parce qu'effectivement, il y a le Titanic, il y a ce que j'ai appelé aussi un an après, puisqu'au mois de juin, j'ai fait une autre tribune où j'ai parlé de Matrix. Et là, je parlais de Matrix parce que je pense effectivement que le pouvoir est détenu par quelques personnes actuellement, parce que c'est quelques personnes qui décident. Hein. C'est le président, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui prend 80% des décisions, c'est Édouard Philippe, et c'est son directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumas. Si on est honnête, c'est vraiment ces 4 personnes qui décident, qui ont une matrice, qui ne s'imprègne de rien d'autre qu'elle-même. C'est pour ça que je dis Matrix, parce que Matrix, c'est une matrice dans laquelle les gens ne savent pas qu'ils sont dans la matrice. Voilà. Donc ils sont déconnectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont déconnectés. Et je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est peut-être dur de le dire, mais je pense que c'est le cas, puisqu'effectivement, rien ne leur permet de se nourrir pour uniquement prendre des décisions de bon sens, par exemple. Il n'y a plus de décisions de bon sens qui sont prises. Pour les masques, par exemple, on nous dit à la fois qu'ils sont inutiles, à la fois qu'ils vont devenir obligatoires. Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément
Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu. Ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Il faut apprendre à le poser, à l'adapter correctement à son visage, à couvrir absolument, et c'est très important, le nez et la bouche, à savoir l'enlever et se laver les mains, et surtout à ce qu'on comprenne tous ensemble quels sont les gestes à risque et les situations à risque. Ça gêne personne. Dans la matrice, ça gêne personne. Mais quand on est dans la vraie vie, ça gêne quand même. On se dit, mais... Et au moment de la séquence des élections, du premier tour des élections, vous étiez en tête de pont pour dire qu'il ne fallait pas organiser ce premier tour. Moi, je pense qu'il y a une capacité très forte, effectivement, à analyser les données pour pouvoir ensuite produire une réponse, un peu comme un algorithme. Donc ça, c'est vrai. Je pense que c'est une capacité supérieure à prendre des éléments et ensuite à restituer une réponse. Mais je pense qu'il oublie que ça, c'est complètement intellectuel, que c'est complètement cérébral et que ça ne correspond pas à la réalité. Et qu'il y a un déni profond de la réalité, celle qui est vécue tous les jours. Et effectivement, le fameux 12 mars, puisque c'était le jour où il était amené à prendre sa décision et à nous annoncer, notamment, si c'était la première intervention, notamment si le premier tour devait être annulé ou pas, on sait tous ce qu'il y a pensé. Donc, toutes ces journées-là, il y avait effectivement des messages dans la presse où vous pouvez imaginer même peut-être qu'il la prendrait, cette décision. Donc moi, effectivement, j'ai tenu à vraiment lui mettre des messages très forts parce que le problème, c'est pas juste de dire ça serait peut-être bien que, etc. On sait tous qu'au moment où il y a des décisions très graves à prendre, il faut mettre le maximum pour peser. Donc je dis ça parce que j'ai vraiment dit, j'allais dire, des choses qui pourraient même être gênantes, mais pour peser, pour que vraiment cette décision soit prise d'annuler le premier tour des élections. Parce que si on est honnête, sincèrement, il y avait tous les éléments sur la table à ce moment-là. Si on voulait prendre la bonne décision pour le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai un neveu, une nièce qui sont infectiologues à la Salpêtrière et à Thonon. J'avais toutes ces informations comme quoi il ne fallait pas tenir le premier tour. Si moi, je les ai, moi, je veux bien qu'on dise que ça ne monte pas jusqu'à l'Élysée. Mais ça veut dire deux choses. Dans les deux cas, c'est quand même assez angoissant. Soit les informations ne montent pas, mais ça veut dire qu'effectivement, à chaque niveau administratif, on a empêché l'information de monter, et dans ces cas-là, on est quand même face à la pire qu'on puisse imaginer, une technocratie qui empêche les éléments de monter. Mais dans ces cas-là, celui qui est en haut est comptable de ça aussi, parce qu'il ne s'est pas donné les moyens d'aller chercher. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne réunit pas un comité scientifique, même si j'ai rien contre le comité scientifique en soi. On peut avoir un comité scientifique, mais on passe son temps à prendre son téléphone ou se déplacer pour aller sur le terrain, dans les hôpitaux, interroger les soignants, interroger j'allais dire, les gens qui sont sur le terrain tous les jours pour prendre la température et savoir ce qui se passe. On savait tout ça. Et à ce moment-là, ce qu'on savait aussi, c'est qu'on sortait d'un 49-3 et que politiquement, ça allait être assez compliqué, effectivement, d'annoncer, par exemple, l'annulation d'un premier tour des élections quand on sort d'un 49-3, qui n'est pas le dispositif le plus démocratique possible. Surtout, il s'agissait quand même d'une réforme très importante qui touchait tous les Français. Et de l'autre, des prévisions assez négatives par rapport au municipal. Donc on allait obligatoirement l'accuser, peut-être des pires mots, d'un coup de force, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand on s'écoute au fond de soi-même dans des moments de crise ou des moments historiques comme ça, on fait la part des choses et on se dit, je fais passer d'abord la santé des Français avant mon problème politique. Là, on est au cœur d'un vrai problème. La première, c'est, vous parliez il y a 4 personnes, 3 personnes autour de lui, dont Édouard Philippe. Donc, ces gens-là, quand même, s'ils sont un petit peu informés, est-ce qu'ils peuvent exercer une influence sur lui ou est-ce qu'ils en ont aucune? Et j'ai une deuxième question qui concerne Agnès Buzyn, puisqu'on l'a vu
on l'a vu, on a vu son interview au Monde, et puis là, on a vu ce que Macron a dit au Point récemment, c'est qu'elle l'avait alerté très fortement, parce qu'elle savait qu'il y avait une situation qui était très anxiogène. Et dans ces deux cas, il semble qu'il y soit allé tête baissée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté. Non, mais finalement, c'est pas pour dire qu'Édouard Philippe n'a aucune responsabilité dans cette décision-là. Moi, je pense qu'Édouard Philippe, il est dans ses municipales au Havre. Je pense que c'est la dernière personne à qui il faut demander s'il faut annuler des élections ou pas. Il est trop dedans. Donc, c'est pas une excuse, mais en gros, c'est la dernière personne à qui il faut demander. Bien sûr que lui, il va dire qu'il faut continuer. Moi, j'ai discuté, par exemple, avec Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, qui a le samedi demandé, il n'a pas fait le jeudi, mais il a fait partie de ceux qui, le samedi, comme plusieurs présidents de région, ont demandé l'annulation des élections. Lui, il a écrit une très belle lettre, il savait qu'il se faisait mal à lui-même par rapport à Bastia. C'est-à-dire qu'il fallait avoir ce courage de demander… Le monde politique, pourquoi il n'a pas demandé annuler les élections? Parce qu'il était touché par ça et il était aveugle en se disant les élections, c'est plus important que tout. Et parce qu'ils étaient dedans, ça faisait 1 mois ou 2 mois de campagne, on a quand même du mal à se faire harakiri. Donc ces personnes-là n'étaient pas obligatoirement les bonnes personnes à interroger pour savoir s'il fallait arrêter ou pas une élection. Mais en même temps, Agnès Buzyn, pour moi, je trouve ça terrifiant ce qu'elle a fait, parce que quoi qu'elle ait dit, et la preuve, elle a dit des choses, puisque pour que le président lui-même dans Le Point dise oui, la ministre nous avait informé, d'ailleurs Édouard Philippe lui-même n'a pas démenti non plus, elle avait dit des choses, mais elle n'avait pas dit des choses. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, quand on veut faire peser sur une décision, on ne dit pas j'ai dit les choses. Pour peser sur une décision, on s'engage à 100%, surtout quand on parle de mort, puisque là, elle nous a parlé de ce qui l'angoissait, c'est qu'il y aurait des milliers de morts. Dans ces cas-là, on pèse et on dit moi, je ne serai pas de cette histoire-là, de cette aventure-là. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est on ne quitte pas, évidemment, son poste de ministre pour aller prendre la tête d'une municipale à Paris. Une fois qu'on a fait ça, je veux dire, il n'y a plus de crédibilité à quoi que ce soit. Comment vous expliquez à la fois quelle est cette attitude-là, et comment vous expliquez le fait que dans l'interview du Point dont vous parlez, Emmanuel Macron la félicite en quelque sorte? Mais je pense qu'elle a fait un certain nombre de choses, où elle a dû écrire, où elle a dû faire passer des messages qui font qu'elle a la preuve qu'elle a alerté. Donc, une fois qu'on a ça, je pense que c'est pas très malin, effectivement, de dire non, puisque si c'est la réalité et qu'il y a des preuves écrites de ça, oui. Maintenant, je pense que ce qui est terrible quand on s'approche du pouvoir pour certains, qui n'ont pas vraiment une mesure par rapport à ça, c'est qu'ils sont quand même prêts à beaucoup de choses. Moi, je trouve ça impressionnant, ce à quoi Agnès Buzyn était prête pour pouvoir rester dans la course. C'est quand même incroyable. Elle avait eu une pression du Premier ministre, déjà je pense, du président au moment des européennes. Elle n'a pas voulu aller aux européennes. Là, en gros, il lui a dit ça serait bien maintenant d'y aller. Tu as ce poste parce que je t'ai nommé. Voilà. Donc, je pense qu'il ne l'a pas forcée, puisque elle-même, elle avait cette ambition politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent à un moment où ils sont hors sol. C'est triste, mais au moment où Nicolas Hulot est parti, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où il donne sa démission en direct sur France Inter, il dit lui-même cette phrase. Il dit il y a le moment où on commence à se demander si on ne va pas devenir cynique parce qu'on commence à accepter trop de choses. Et moi, je l'ai vu, pourquoi je suis partie de cette majorité, c'est qu'à force de nous demander d'accepter des choses, on se dit à quel moment dire non. Il y a juste un moment où, c'est pour certains, il est très très loin. Hein. Et pour certains, il est… bon, moi, je suis faite comme ça, hein, c'est pas possible d'aller contre mes convictions. Donc, j'ai très vite dit non. Mais il y a des gens qui acceptent, effectivement, assez longtemps avant de… Alors, Agnès Buzyn, elle a accepté jusqu'à la claque des municipales. Il n'y a rien d'autre qui l'a arrêté. C'est-à-dire, c'est une claque au municipal qui l'arrête dans son acceptation. Elle dit elle-même à la fin de son interview qu'elle aurait dit à un proche si je reste ministre jusqu'en 2022 et qu'Emmanuel Macron perd les élections, j'aurais abîmé ma réputation. Dire une phrase pareille. Oui, c'est terrible. Vraiment. C'est horrible. Et de quitter son poste de ministre et d'aller au ministère. Franchement, il n'y a plus de mesure, en fait. Il n'y a plus et après le départ de Nicolas Hulot,
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plein de porte-paroles, parce qu'il y a toujours les porte-paroles de la majorité. Eux, c'est quand même assez intéressant de voir leur niveau aussi de capacité d'acceptation, qui venaient expliquer qu'un ministre, en fait, s'il était responsable, il devait mettre de côté ses convictions. Il le disait comme ça. C'est-à-dire, en fait, si vous êtes toujours en train quand même de ramener vos convictions dans l'histoire, vous ne pouvez pas être ministre. Pour être ministre, en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ministres qui l'ont été de ce fait-là. Mais là, en fait, c'était assumé. C'était de dire qu'on ne peut pas être ministre si on veut garder un minimum de conviction. Vous, au départ, quand vous vous engagez aux côtés d'Emmanuel Macron, vous êtes séduit, voire bluffé par son intelligence, par le personnage. Et à un moment donné, le charme est rompu. Enfin, il s'est passé, vous avez parlé de Benalla, mais quand même, quand on est à son contact, vous me disiez ce matin qu'il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Et à un moment donné, il pense que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'écoute pas les autres. Il y a quelque chose d'assez délirant dans cette manière d'être et de fonctionner et d'assez inquiétant quand on se dit qu'il est à la tête de l'État, quoi. Pour moi, il y avait quand même deux Emmanuel Macron. Je vous assure que quand je m'engage, moi, en fait, ce qui m'avait intéressé, j'avais suivi le personnage, et d'ailleurs, je l'ai écrit à l'époque, c'est quand il évoque son inconfort devant un confort philosophique devant la déchéance de nationalité proposée par François Hollande et Emmanuel Valls, donc en janvier 2016. J'ai, à titre personnel, un inconfort philosophique avec la place que ce débat a pris. Je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. Une sortie inattendue et bienvenue chez les opposants au texte. Alors ça fait un de plus, bienvenue au club. Là, je n'exclus pas qu'Emmanuel Macron soit sincère. En fait, quand j'entends ça, je me dis, c'est incroyable justement de garder autant de liberté là où il est. Parce que, et vous vous rappelez, ça avait fait complètement échouer d'ailleurs, tout a échoué à partir de là, il y a eu les 49.3, etc. Donc pour moi, je m'étais dit, quelqu'un qui est capable justement d'être libre. Voilà. Et quand je l'ai rejoint, j'ai écrit ça. J'ai dit, fidélité n'égale pas servilité. Emmanuel Macron est libre et il nous rend libres. Vous imaginez, j'écris cette phrase parce que j'en suis convaincue. Parce qu'effectivement, pour moi, c'était la méthode Macron. Vous savez, quand la loi Macron, il a passé des heures et des heures au Parlement pour essayer de convaincre, etc. C'était la méthode Macron contre la méthode autoritaire du 49.3 de Manuel Valls. Tout ça, c'est ce dont il était porteur. Et donc, quand il arrive en disant on met deux côtés, on n'est ni de droite ni de gauche, je ne l'ai pas pris au sens on ne respecte pas ceux qui ont envie d'être de droite ou envie d'être de gauche, c'était on arrête avec les idéologies qui enferment et on est libre. Donc moi, je l'ai rejoint sur l'indépendance, la liberté et le fait qu'il défendait des valeurs. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le jour même où il a gagné, ce n'est pas le pouvoir qui l'a amené à changer. C'est le jour où il est élu, il change radicalement de manière de faire. On est élu, nous, en juin. Dès juillet, on n'avait même pas le droit de s'abstenir sur un amendement. Je parle d'amendement. Sur le verrou fiscal, c'était quand même normal. Il y avait, en plus, je crois que c'était le groupe UDI, Charles de Courson, qui avait proposé de le remettre en cause. Moi, je sais que j'ai voté, je me suis abstenue. République En Marche, on a été 10 à s'abstenir, 10 à voter contre. On a eu à minuit et demi le conseiller politique d'Emmanuel Macron qui est venu voir ce qui se passait parce que, soi-disant, on était en train de remettre en cause la majorité. Juste parce qu'on s'était abstenu, on avait voté pour un amendement sur le verrou de Bercy. Et donc, après, vous vous rappelez, au mois de juillet, il y a eu les statuts d'En Marche. J'ai jamais vu des statuts aussi peu démocratiques d'un parti politique. Ça n'existe pas. Des statuts où on vous dit que tout le monde est nommé et personne n'est élu, et où l'argent, parce que vous imaginez bien qu'il y avait, je ne sais plus combien, 200 millions, je crois, qu'avait récolté la majorité. Moi, dans le département dans lequel je suis, le 92, on avait droit à 3 000 euros, je crois. Non, mais, je veux dire, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est 20 millions. Vous dites 200 millions pour la campagne ? Ah non, je peux me tromper dans les chiffres, donc, mais en tout cas, c'est pas 20 millions. Non, puisque déjà, ils achètent 40 millions un nouveau siège, là, actuellement. Non, l'argent dont dispose aujourd'hui la République En Marche... Oui, ok, avec oui, oui, pardon. C'est des montants très conséquents. C'est pour ça que je dis, je parle même pas de la campagne, là, je vous dis qu'après... Après, pendant la campagne, bon voilà, la campagne, on sait tous que on fait ça sans argent. Mais en tout cas, quand on est
militant à la base. Mais non, là, pour le parti, d'accord, j'ai compris, excusez-moi. Dans les Hauts-de-Seine, gentiment, 3 000 € ou 7 000 € à se distribuer. On n'a jamais vu ça, quoi. Et puis tous les gens nommés par le siège et personne d'élu. Donc, et après, moi, comme je m'occupe beaucoup d'audiovisuel, j'ai fait un rapport sur l'audiovisuel public après la fameuse séquence appelée... oui, quand Macron a critiqué France Télé. De la République. Et moi, c'était justement pour, comme je connais bien, pour essayer c'était une aide, c'était un outil d'aide à la décision. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, les coupes importantes, la suppression justement de France 4 et de François. Bon, on a vu que France 4 va sûrement ressusciter après le confinement, mais vous voyez ce qu'il faut à chaque fois pour qu'une décision change. Ça, c'était une décision d'Alexis Collère. Alexis Collère a décidé, le jour de la conférence de presse de Françoise Nyssen, sur le sujet de l'audiovisuel public, il trouvait que ça faisait pas très moderne et qu'il fallait donc, il s'est dit, on va basculer France 4 sur le tout numérique et comme ça fera moderne. Mais une décision, coup de fil d'Alexis Collère à la ministre pour annoncer ça. Donc c'est là que moi j'ai commencé effectivement à réagir et à dire on ne peut pas prendre des décisions comme ça. Justement sur Françoise Nyssen et son successeur, là, quelle est leur marge de manœuvre par rapport à l'Élysée? Est-ce qu'elle est nulle? Aucune. Ouais. Vous avez pensé quoi du dernier discours qu'il a fait la semaine dernière, le lundi soir, vu par 36 millions de Français, je crois. Donc vous étiez, on va dire, une spectatrice privilégiée, quoi. Quand vous l'avez entendu parler, toute cette manière il est un peu sorti de la rhétorique guerrière pour écouter les Français, pour changer lui-même, disant qu'il allait changer, enfin, etc. Comment vous l'avez trouvé et est-ce que ça nourrit chez vous une réflexion par rapport à lui nouvelle? Non, pas une réflexion nouvelle, parce que moi, je n'ai pas été... comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas que c'est un jeu, parce qu'on est dans un moment grave, mais il y a une forme de mise en scène. Et cette mise en scène, elle serait intéressante si elle correspondait à des changements profonds. Mais en fait, on ne peut pas à la fois dire, effectivement, le 13 avril, donc c'était. On ne peut pas à la fois dire il faut se réinventer, moi le premier, et 2 ou 3 jours après, faire une interview au Point où les deux choses qui remontent, c'est j'assume ce que j'ai fait. Le premier tour, c'était très bien, il n'y avait aucun problème et toutes les mesures barrières ont été respectées. Donc voilà, ma décision n'a absolument eu aucune conséquence sur la propagation de la maladie. Alors que ça n'existe pas dans la vraie vie, que toutes les mesures barrières aient été respectées et que beaucoup de témoignages, évidemment, l'ont monté. Donc déjà, c'est d'assumer totalement, en fait, d'être déconnecté de la réalité sans que ça soit gênant du tout. C'est pas grave, puisque j'ai décidé que c'était ça la réalité, donc je dis que c'est ça. Voilà, et puis ça sera comme ça. Et ensuite, pareil sur les masques. Sur les masques, après avoir dit le 13 avril que ça serait peut-être bien d'avoir des masques grand public, c'est lui-même qui a sorti pour la première fois ce concept, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire non plus, mais en tout cas des masques grand public qui pourraient être relayés par les mairies. Et dans cette interview du Point, 3 jours après, il dit « Je vous ai toujours dit que le masque, ça servait à rien, que c'était inutile, et je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, sinon ça serait incohérent. » Et là, on se dit « Mais en fait, on n'est plus dans la vraie vie, on est dans quelqu'un qui essaye de justifier ses propres décisions au mépris de la réalité. » Puisque sur les mesures barrières respectées dans toute la France pour les bureaux de vote, c'est un mépris total de la réalité. Il faut oser quand même dire ça. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment,
en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Et la deuxième chose sur les masques, ça veut dire qu'il est prêt à continuer à dire le contraire de ce qu'il a dit lui-même 3 jours avant, pour pouvoir effectivement se protéger d'une certaine manière, parce que je pense qu'aussi, il y a une envie aussi de se protéger juridiquement ou de protéger son gouvernement, parce que reconnaître que les masques c'est utile, c'est reconnaître aussi de ne pas avoir dit, évidemment, avoir quand même caché un peu la vérité et ne pas avoir donné les moyens aux Français d'être protégés. Donc en fait, je pense que d'une certaine manière, son discours, on ne peut pas le croire, c'est ça. Et d'ailleurs, il en a montré lui-même la démonstration, puisque 3 jours après, il est capable de dire le contraire lui-même de ce qu'il a dit. C'est quand même assez impressionnant. Et moi, je pense qu'il faut absolument le dire, ça. Il faut absolument se confronter à cette réalité-là, parce que cette réalité-là, elle est quand même très, très angoissante. Quelqu'un qui est capable de dire le contraire de ce qu'il a dit lui-même et que ça ne le gêne pas du tout. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de pathologie. C'est une forme, c'est vrai qu'on peut dire à un moment donné que c'est une forme de pathologie, puisque quelqu'un qui effectivement... un fait le déni du réel, et surtout, tout ce qui est très inquiétant dans ce que vous dites et dans ce qu'on voit, c'est d'une part qu'il y a ce déni, et d'autre part qu'autour de lui, on a l'impression qu'il entend personne, ou que tous ces gens, ces 4 ou 5 personnes autour de lui sont comme lui, quoi, mentalement. Enfin, je sais pas. Vous avez vu sa phrase. En fait, c'est très intéressant, plus qu'on l'imagine, d'étudier ces phrases et de vraiment les étudier jusqu'au bout. Pas dans l'image qu'il projette et qu'il voudrait qu'on accepte, mais dans ce qu'elles veulent vraiment dire. Et lui-même dit, dans l'interview du Point, par exemple, il dit il faut se réinventer intellectuellement ou moralement. Voilà, il dit cette espèce de phrase-là, parce que je pense qu'effectivement, il fait marcher son algorithme, parce qu'il est assez brillant. Et ensuite, il dit on se forge des convictions, le plus dur, c'est après de les faire partager. Donc, il est toujours dans le système, c'est moi qui ai raison, et je vais vous expliquer, et je vais essayer de vous convaincre que j'ai raison. Le problème, c'est jamais il s'est dit, quelqu'un d'autre que moi peut penser quelque chose d'intelligent. Et où vous avez raison, c'est qu'il est entouré que par des personnes qui pensent exactement la même chose. Que ce soit Alexis Collère, Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet, ou Édouard Philippe, ils pensent évidemment que ce qu'ils disent sera toujours plus intelligent que ce que disent les autres. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on s'en fiche un peu de l'intelligence dans le monde dans lequel on est. L'intelligence intellectuelle, elle sert à quoi ? Elle sert à briller, mais est-ce qu'elle sert à résoudre le problème posé ? Vous savez, la taxe carbone, c'était quoi ? On avait Édouard Philippe qui nous répétait en boucle, la taxe carbone va empêcher, et Christophe Castaner aussi, va empêcher nos enfants de mourir demain. Alors on leur disait, ah bon, mais c'est quoi le chemin pour arriver de la taxe carbone à permettre de sauver nos enfants demain ? Et donc, ils ne se disaient pas que la taxe carbone, qui n'était ni fléchée vers la transition énergétique et écologique, et qui n'était ni prise en compte si on n'essayait pas que les personnes les plus défavorisées puissent effectivement intégrer cette transition, ça ne marcherait pas. Mais en fait, intellectuellement, la phrase, elle fonctionne. Donc, comme elle fonctionne intellectuellement, on dit souvent, d'ailleurs, je crois que Sibeth Daï, je l'ai entendu dire que la parole politique est performative, mais à ce point de croire que parce qu'on parle, ça va arriver, c'est hyper impressionnant. Là, on a effectivement... Alors, c'est une pathologie, je trouve, d'être persuadé que de parler, de dire les choses vont faire qu'elles vont atterrir dans la réalité. Regardez, quand le président annonce que le déconfinement aura lieu le 11 mai, on sait tous... Voilà, je pense que même les Français se disaient, mais est-ce que c'est bien sûr ? Est-ce qu'il va bien y arriver ? Donc, il prend ce pari comme un peu un pari énorme quand même. Hein. Oui. Et ensuite, on apprend 3 jours après qu'il a mis la pression à tous ses ministres. Il y a des articles qui mettent en avant, par exemple, les ministres et les scientifiques au rythme de... je sais pas quoi, c'était un truc comme ça, doivent se mettre au rythme d'Emmanuel Macron. Mais on croit rêver. C'est-à-dire que ce n'est pas Emmanuel Macron qui doit se mettre au rythme. Bien sûr, on ne lui demande pas de se mettre au rythme, il doit décider d'un certain nombre de choses. Mais en gros, comme il a décidé le 11 mai, tout le monde doit apporter des solutions pour le 11 mai, même si c'est impossible. Et donc, on a eu droit quand même à des ministres qui ont un peu dit tout et n'importe quoi, parce qu'il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose. Comment on déconfine le 11 mai pour le ministre de la Culture ? Il a trouvé l'invention des petits festivals.
alors qu'on lui avait pas demandé, on lui avait rien demandé. Mais comme en fait il y a cette pression que le président met sur son équipe gouvernementale pour trouver des idées pour déconfiner en partie le 11 mai, voilà, tout le monde se met à produire des choses quand même un petit peu effectivement hors sol. Mais en fait, il s'est jamais posé la question de si je veux déconfiner, comment je fais. Et à chaque fois, c'est finalement, moi j'ai décidé de déconfiner le 11 mai, à Édouard Philippe et à mon gouvernement de me trouver les solutions comme s'ils avaient une baguette magique. Vous êtes maintenant dans le groupe Territoire et Liberté. Je suis venue à la politique au fait d'en faire à 100%, puisque quand on est député, on en fait à 100% effectivement qu'en 2017. Mais sinon, moi, j'ai fait de la politique depuis très longtemps. J'étais maire adjoint, chargée de la culture, conseiller régional. Voilà. Mais je voulais justement être libre. Donc, je ne voulais pas. Je voulais avoir mon métier. Mon métier était productrice de cinéma. J'ai dirigé Orange Studio. Et je ne voulais justement pas aller en politique à 100% pour pouvoir rester libre. Même si j'étais dans des partis, j'ai toujours été à l'UDF, c'est vrai. J'ai pas été au MoDem, parce que j'ai pas suivi François Bayrou, qui, à mon avis, à un moment donné, lui aussi, en fait, a emmené cette belle idée de la troisième voie un petit peu droit dans le mur. Donc en fait, je fais quand même de la politique depuis assez longtemps, mais vous avez raison, j'ai décidé d'en faire à 100% que depuis que je suis. Voilà, c'est ça. Et ma question, c'est l'expérience courte là que vous avez, mais qui est quand même conséquente. À quoi ça sert d'être député en France aujourd'hui ? C'est la bonne question. Je pense que on a vraiment réduit fondamentalement les pouvoirs du Parlement. Ils étaient déjà en soi pas aussi importants que dans des pays comme l'Allemagne. Le Parlement en Allemagne compte vraiment. Donc déjà en France, avec cette Ve République, avec un président qui a plus de pouvoir que le président américain, ou en tout cas plus que n'importe quel chef de gouvernement ou président en Europe, effectivement, le Parlement n'a pas un poids aussi important qu'on le voudrait. La deuxième chose, c'est qu'il en a encore moins depuis effectivement 2017. Donc, vous avez raison, pendant la crise des Gilets jaunes, on a beaucoup... D'ailleurs, dans la lettre aux Français, le président de la République, il a demandé aux Français de s'interroger sur deux choses, le rôle du Sénat et le rôle de l'Assemblée. Il n'a pas demandé à ce que les Français s'interrogent sur le rôle du gouvernement ou sur le rôle du président. Donc, effectivement, c'est facile de donner en pâture la démocratie représentative. Donc, je pense qu'effectivement, si on est honnête, on n'a pratiquement pas de pouvoir. Mais je pense que de là où on est, on doit en profiter justement pour être libre. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, certains, déjà n'ont pas de pouvoir, mais en plus, deviennent tellement serviles qu'on se dit, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même un beau mandat, et on peut aussi s'en servir pour porter des idées, pour interroger, pour faire bouger des choses, même si on n'a pas autant de pouvoir que ça dans l'hémicycle. Nos amendements sont très peu repris. Là, en tant qu'élu, mais aussi en tant que citoyenne, quand vous voyez la manière dont se gère ce confinement, ce déconfinement, cette date du 11 mai, cette absence de masque, enfin, je ne vais pas énumérer tout ce qu'on sait tous déjà, je vais simplement ajouter par exemple les morts dans les EHPAD, etc., et que vous voyez le comportement, les réflexions qui prévalent à ce type de décision, est-ce que vous-même, vous dites, quelle est individuellement votre sensation? Est-ce que vous êtes vous aussi angoissé? Est-ce que vous vous dites mais comment on va se sortir de tout ça? Vers où ils vont nous mener? Est-ce qu'on peut rester comme ça, les bras ballants, à attendre? Angoissé, c'est pas obligatoirement le mot, parce que je pense que si on veut avancer et proposer, l'angoisse, je veux dire au niveau, là, à titre individuel et en tant que député, ce ne serait pas obligatoirement quelque chose qui permettrait d'avancer. Non, moi je suis un peu, vous l'avez dit, je suis concernée. Je pense qu'on n'a pas du tout les bonnes personnes au bon endroit par rapport à ce qu'on vit. Donc, je ne vais pas dire que je suis optimiste, parce que je pense que quand les personnes ne sont pas équipées, n'ont pas le logiciel, ça c'est quelque chose que j'ai dit à Emmanuel Macron depuis le début. Je lui ai dit qu'il y avait un problème de logiciel. Donc, ce logiciel-là, on ne va pas le changer. Ils ne vont pas changer. Ça n'existe pas de changer de cette manière-là, dans la manière dont c'est évoqué. Donc, effectivement, je ne suis pas du tout optimiste par rapport à ça. Je pense, en revanche, j'ai toujours pensé que du pire sort toujours du meilleur. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que maintenant, ça se voit vraiment. Parce que le vrai problème, c'est quand on est au centre de l'échiquier politique, comme Emmanuel Macron l'est. Ce qu'il a fait depuis 2 ans, ça aurait été Nicolas Sarkozy qui l'aurait fait, mais ça aurait été impossible.
En fait, moi, ce qui m'a le plus frappé, comme j'ai suivi plusieurs campagnes présidentielles, c'est qu'il a fait, une fois qu'il était au pouvoir, je ne parle pas de la campagne, parce que moi, la campagne, ça ne me gênait pas. Si vous regardez la plupart des objectifs, quand on regarde par exemple la transition énergétique, c'était écrit noir sur blanc, permettre de réduire la facture carburant-énergie pour les plus modestes. C'était écrit dans le programme, ce n'est pas vraiment ce qu'on a fait. Sur la réforme des retraites, moi, je n'étais pas spécialement contre une réforme à points. Mais la réforme à points, on avait toujours imaginé que ce n'était pas quelque chose d'uniforme, c'était quelque chose qui tiendrait compte de la pénibilité. Et il avait écrit noir sur blanc dans son programme qu'il n'y aurait pas de mesure d'âge. C'est pareil, je ne suis pas non plus contre une mesure d'âge en soi, si on tient compte de la réalité des personnes. Donc, en gros, chaque fois qu'on nous dit, ou qu'on m'a dit souvent à moi, mais finalement, tu as été élu sur un programme, ben non, la plupart du temps, il a fait l'inverse. Je ne parle pas de tout, hein, mais il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout dans le programme. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas angoissant, mais c'est au contraire, il faut se dire que ça va permettre, je pense, aux Français de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est au centre de l'échiquier qu'on est raisonnable. Je pense qu'on est en face d'un gouvernement, d'un président qui ne sont pas raisonnables. Ils sont aussi aux prises d'une idéologie. C'est une idéologie de technocratie, ce n'est pas une idéologie de droite ou de gauche. C'est la technocratie au pouvoir. Et d'ailleurs, elle est au cœur de l'Élysée. Alexis Kohler, moi je l'ai souvent dit, tant que le président ne se séparera pas d'Alexis Kohler, il ne peut pas nous dire qu'il a changé. Ça n'existe pas. Alexis Kohler, c'est vraiment la personne qui prend des décisions dans son bureau tout seul et qui ne rend de compte à personne. Puisque personne ne sait que c'est lui qui prend les décisions. Et on ne peut pas, un ministre, on peut lui demander de venir, un ministre, il vient nous répondre dans l'hémicycle, Alexis Kohler, il répond à qui? À personne. Vous pensez, comme certains, et je pense au livre de Juan Branco, Crépuscule, ou à ce genre d'ouvrage, qu'avec l'expérience de ces années de pouvoir, que Emmanuel Macron est quand même placé à cet endroit, a été placé à cet endroit par des gens comme Bernard Arnault ou d'autres, et qu'il a quand même des comptes à leur rendre, ou qu'il est devenu indépendant aussi de ces gens-là et qui fait cavalier seul? Écoutez, ça, vraiment, en fait, je ne pourrais pas répondre parce que j'en sais rien, en fait. C'est vrai que pour pouvoir le dire, il faut quand même avoir des éléments. Après, sur la fin de votre phrase, oui, je pense qu'il y a les deux. Je pense que de toute façon, il est en partie lié par certaines choses. Lesquelles, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'aussi libre que ça. Ça, c'est vrai. Et ça, je l'ai pensé assez vite, justement, au moment où je suis partie. C'est que j'ai pensé qu'il n'était pas obligé. Mais ça ne veut pas dire de Bernard Arnault, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui fait qu'il ne le rend pas libre. Voilà, ça j'en suis convaincue. La deuxième chose, c'est que la fin de votre phrase est aussi vraie. C'est-à-dire que je pense qu'il n'en a quand même rien à faire de pas mal de choses. Donc en gros, il est tout à fait possible qu'il ait fermé la porte d'un certain nombre de personnes qui pensaient qu'éventuellement... Mais moi, c'est ça aussi qui m'avait fait le rejoindre. Moi, ce qui m'avait fait le rejoindre, c'est quand je voyais qu'il ne faisait aucun accord électoral. Et je me suis dit, quelqu'un qui a la capacité de refuser tout accord électoral, moi, j'ai cru à l'exemplarité de quelqu'un qui refuse tout accord électoral. Après, voilà, ça ne s'est pas traduit. Donc, je pense qu'il y a une partie de lui qui est libre et où, par exemple, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et toute cette partie-là, on ne l'avait pas vraiment vue pendant la campagne. Hein, parce que toutes les petites phrases, il y en a quand même eu beaucoup plus depuis qu'il est président que pendant la campagne. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Voilà. Vous êtes en train de faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Là, l'élément qui peut être peut-être angoissant pour lui, en tout cas, on a des retours qui vont dans ce sens, c'est le problème judiciaire qui peut être posé après le confinement. C'est-à-dire, il y a quand même des familles qui aujourd'hui, des morts auraient sans doute pu être évitées, et l'usage qu'il a fait du pouvoir et les informations qu'il a pas voulu prendre en compte ont des effets qui sont quand même terribles
sur le réel. Et on voit bien d'ailleurs que des consignes sont données en ce moment au préfet. Je ne sais pas si vous avez vu ça, de ne pas communiquer par écrit et de tout faire oralement. On voit qu'il y a une sorte de, je ne sais pas si le panique, le mot est fort peut-être, mais il y a quand même une angoisse du pouvoir autour de ça. Oui, moi, ça c'est évident. Moi, je pense, je vous dis, là, c'est ce que je pense, ça peut être subjectif, mais l'interview du Point, pour moi, elle était avant tout une espèce de bouclier pour dire autant d'incohérences quand même, hein. C'est parce qu'il y a une raison supérieure à ça. On peut pas dire un certain nombre on peut pas dire les masques grand public sont utiles le 13 avril et ensuite faire une interview pour expliquer à quel point les masques sont inutiles et que d'ailleurs il dit lui-même, je vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit avant, sinon je serais incohérent. Donc moi je pense que sincèrement ils sont c'est pareil par rapport à Agnès Buzyn, c'est pareil, c'est-à-dire que vous imaginez la somme de choses qui ont été dites et qui peuvent être utilisées contre eux. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte, parce que comme ils ont géré, ils n'ont pas voulu faire quelque chose de mal. Ils n'ont pas voulu, évidemment, que ce qui est en train de se passer. Mais justement, c'est cette déconnexion qui les a empêchés de comprendre qu'ils ne pouvaient pas gérer la crise comme ils avaient fait avant quand ils géraient le reste. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été dans l'anticipation et la prospective. Ils étaient tout le temps en train de réagir pour gérer au jour le jour, avec Sinbad Daï, on l'a vu. Et donc, en gros, cette réaction du jour le jour, ils ne se rendaient pas compte que ça allait être le problème d'après-demain. Et donc, ça, ils se sont pris vraiment boomerang de se rendre compte qu'après avoir dit autant de choses qui étaient effectivement fausses quand même, ou autant de non-réponses, que tout ça allait se retourner contre eux, parce qu'on est dans le réel, on est dans la vraie vie, on est dans des gens qui meurent, on est dans des gens qui perdent leur travail, on est dans des gens, et ça, ce fameux réel. Je me souviens, je ne sais plus qui avait dit ça, quelqu'un de son entourage qui avait dit Emmanuel Macron, ce qu'il aime bien, c'est avoir sa vision du réel à lui. Et c'est vrai que ça le gêne, le réel, le vrai réel, ça le gêne. Sauf que là, dans la crise qu'on est en train de vivre, c'est terrifiant parce que effectivement, le réel, là, il peut pas l'habiller, il peut pas le maquiller. Et ce qu'il y a de tout à l'heure, je parlais d'angoisse parce que je ne sais pas moi si je suis angoissé, mais en tout cas, je suis très inquiet. Plus j'apprends, plus j'avance dans ma compréhension et plus j'analyse les discours politiques. Il y a 3 semaines, j'aurais pas dit que Macron était le pire président de la Ve République. Je le pense très sincèrement aujourd'hui. Et l'inquiétude que j'ai, c'est que, je ne sais pas si vous la partagez, c'est que ces accumulations d'erreurs qu'on a énoncées, comme elles ne sont jamais prises en compte, elles peuvent mener à une catastrophe, quoi. C'est un peu, vous savez, la théorie des erreurs absurdes, l'histoire du pilote d'avion. Il a un avion en marche et il va accumuler 5-6 erreurs de suite qui vont faire qu'il y a un crash. Là, le fait, par exemple, d'avoir fixé la date du 11 mai et de tout faire pour arriver au 11 mai, même le Conseil de l'ordre des médecins dit que c'est une stupidité, mais il va le faire quand même. Ils vont envoyer à l'école les gamins, etc. Ça ne peut générer qu'une une deuxième forme d'épidémie ou de pandémie. Ça veut dire d'autres morts. Enfin, il y a quelque chose d'assez angoissant quand même. Non ? Si, non, mais c'est vrai. Quand je dis ça, quand je dis pas angoissant, c'est parce que je me dis toujours qu'il y a un moment donné, j'espère qu'on aura des outils ou des choses qui vont empêcher la catastrophe, hein. C'est pour ça que je dis pas angoissant. Mais je suis, moi, je suis affligée parce que il n'y a pas une décision, il n'y a pas une manière de gérer les choses qui est fait correctement. C'est-à-dire, on se dit, bon, il y avait eu la première phase où effectivement, il y avait la pénurie et on a un peu raconté n'importe quoi. On se dit que dans la phase d'après, là où il ne peut plus dire que c'était avant. Le problème, par exemple, des masques qui n'arrivent pas. Moi, en fait, il y a des gens qui m'ont expliqué un petit peu aussi pourquoi. C'est encore un problème de technocratie. C'est-à-dire que, alors les commandes, on n'arrive pas à savoir vraiment quand elles ont été faites, hein. Bon, ça, il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions au gouvernement sur à quel moment vous avez fait vos commandes ou pas, on n'arrive pas vraiment à savoir. Mais de toute façon, au-delà de savoir à quel moment ils les ont fait, ils les ont mal faites. Il y a eu une première commande de 250 millions de masques, elle n'est jamais arrivée. Je crois qu'il y en a que 35 millions qui sont arrivés. Les 1 milliard ou les 2 milliards, il y a Jean-Yves Le Drian qui nous explique fin juin. Et on a Olivier Véran qui dit lui-même, quand je les verrai sur le tarmac, je serai sûr qu'ils sont là.
Parce que effectivement, d'après ça, c'est des éléments qu'on m'a donnés, je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas de sociétés qui importent et qui avaient l'habitude de travailler avec les Chinois, qui ont dit qu'on a fait l'erreur de penser que parce qu'on mettrait la quantité, 1 milliard, 2 milliards, on serait livré en premier. Or, les Chinois, eux, ce qui leur importe, c'est combien on paye le masque à l'unité. Donc, quelqu'un qui a commandé 50 millions de masques peut passer avant nous. Et là, moi, effectivement, vous avez raison, je me suis angoissée, je me suis dit, mais ils vont jamais arriver, en fait, parce que tous les autres pays nous passent devant. Et comment voulez-vous qu'ils gèrent le truc? Ils vont aller dire aux Français, vous savez, on a commandé 2 milliards de masques, mais ils vont arriver... Donc, en fait, ils sont... Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Donc maintenant, on nous annonce qu'il y aura 17 millions de masques de production nationale alternative. Bon, ça, j'espère qu'on va pouvoir le faire, puisque les Marocains arrivent à le faire. J'espère que nous, on va arriver à le faire. Ils sont incroyables, aux Marocains, vous avez vu. Oui, j'ai vu. Ils ont réquisitionné. Ils n'ont même pas réquisitionné. Ils ont été proposés à des entreprises qui ont accepté de le faire. J'ai même vu aussi que l'Institut Pasteur de Dakar fabriquait des tests pour moins d'€1. Et nous, on n'est pas capable de le faire. Oui. Et parce que c'est encore un autre problème de la technocratie, c'est-à-dire que on n'autorise pas non plus de tester et d'essayer. Bon, c'est un petit peu, en fait, j'allais dire l'histoire du professeur Raoult. On ne sait pas si ça marche ou ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il a dû faire pour juste tester, essayer son traitement. Donc, même si personne ne peut savoir si c'est bien ou pas bien, entre nous, on passe notre temps à empêcher les tests pareils. Donc, en fait, c'est tout notre fonctionnement qui est remis en cause. Et alors, évidemment, on pourrait dire que ce n'est pas que le gouvernement actuel, sauf que les gens qui nous dirigent, c'est la caricature, justement, de la technocratie qui montre ses limites. Donc, en fait, c'est vrai que c'est angoissant. C'est-à-dire qu'on est face à 4 personnes qui n'ont pas, j'allais dire, les antennes, qui n'ont pas le logiciel pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour apporter les bonnes réponses. Non, et après, vous dites 4 personnes, mais en fait, ça représente beaucoup plus de monde. C'est là où on voit la compromission de certains journalistes. Et moi, je ne suis pas anti-journaliste par essence, et tout ça, mais je suis affligé quand même, parce que ce qu'on dit là, c'est une sorte de... On parle, c'est un peu... On observe, on a un peu de bon sens et on voit tout ça. On voit qu'il y a c'est de l'ordre de la supercherie, c'est le roi est nu quand on commence à analyser la chose. Mais pourtant, quand vous allumez les chaînes Tout Info, vous regardez tout à l'heure le journal de 20h, vous verrez pas tout ça. Donc ça entretient une sorte de halo comme ça de fausse réalité qui fait que le système tient. On n'a pas vécu ça sous... Dieu sait si je me suis tapé Sarkozy aussi, j'appréciais assez peu. François Hollande, ça n'a pas été terrible, mais ça n'a pas atteint ce degré de perversité, finalement. Non, mais vous n'avez pas tort, je ne vais pas dire le contraire là-dessus. C'est vrai que... comme moi, c'est pareil, j'ai quand même suivi les choses, j'étais pas à 100% politique, mais j'ai toujours été depuis 30 ans, j'ai jamais vu à ce niveau-là d'éléments de langage répétés en boucle par les uns et par les autres. On a beaucoup de porte-parole de la majorité qui assument des choses que personne n'aurait assumées, qu'ils soient de droite ou de gauche. Quand Gilles Legendre dit, en gros, qu'un débat c'est essentiel, mais finalement voter sur l'application numérique, ça n'ajouterait pas grand-chose. Mais est-ce que, par exemple, le débat du 28 avril sur le traçage, c'est un débat sans vote. Il y a beaucoup dans l'opposition qui sont choqués parce que dans le fond, c'est un débat sur les libertés publiques, les libertés individuelles. C'est très concernant. Est-ce que c'est normal que ce soit sans vote, celui-là? Écoutez, que le débat ait lieu, c'est une nécessité. Et notre majorité, le groupe La République En Marche, l'ont eux-mêmes réclamé. C'est indispensable pour la raison que vous dites. Ce tracing, comme on dit dans un horrible mot, mais cette application Stop Covid qui permet d'être une brique de plus qui permettra de sécuriser le déconfinement ou qui permettrait, si elle est retenue, de faciliter le déconfinement, pose des problèmes de principe parfaitement légitimes. Donc que le débat ait lieu, c'est essentiel. Le vote n'apportera rien de plus ou n'apporterait rien de plus. Mais cette phrase-là, elle est énorme. Jamais, je crois, quelqu'un dans le monde d'hier, comme on dit, n'aurait osé dire une phrase pareille, qu'un vote à l'Assemblée ne sert à rien. Alors déjà qu'on ne sert pas à grand-chose, si en plus, alors on débat, alors attendez, parce qu'on nous demande de débattre, il faut quand même le faire. Hein. C'est-à-dire, on nous dit qu'on va débattre. Comme vous le savez, on ne peut plus réellement, physiquement, venir débattre, et on est représenté chaque semaine par exactement 2 députés.
Chaque groupe est représenté par son président de groupe et par 2 députés. Donc ça veut dire 3 députés par groupe. Donc déjà un débat avec 3 députés par groupe, c'est quand même, on ne peut pas vraiment appeler ça un débat, hein. C'est un mini-débat déjà. Et après on nous dit, vous savez, l'application, on va venir vous la présenter, mais en fait elle n'est pas terminée, donc en gros on va vous demander de dire un OK de principe sur quelque chose dont on ne pourra pas vous dire vraiment les modalités parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Alors c'est énorme, un débat sur quelque chose où on n'a pas les outils pour savoir si on peut, dans quel sens on doit aller. Et après on nous dit, puis vous n'allez quand même pas voter. Et ça passe. C'est-à-dire que finalement on se dit, et on a Gilles Legendre qui dit, à quoi ça servirait de voter? Oui, mais dans ces cas-là, arrêtons de voter, effectivement. Mais si le vote ne sert à rien, on ne va même pas voter pour le président de la République non plus. Dans ces cas-là, il n'y a plus d'élection. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, c'est que des choses énormes passent. Pourquoi? Parce que c'est dit au centre de l'échiquier politique. N'importe quelle personne qui dirait ça, et qui serait beaucoup plus à droite ou beaucoup plus à gauche, serait inaudible. Mais là, comme c'est dit au centre, finalement, ça passe. Je crois qu'au Parlement, vous êtes particulièrement intéressé par les affaires étrangères, on va dire, pour être au sens large. Comment vous sentez que autour de la France, comment on nous regarde, comment on nous voit? Est-ce que vous avez des contacts en Afrique ou ailleurs? Écoutez, en tout cas, sur notre gestion de la crise, on est quand même assez caricatural, parce que ce que les Français perçoivent comme incohérent ou contradictoire, les autres pays, évidemment, ont le même sentiment. Donc en Europe, mais bon, après, j'allais dire, eux, ils ont une vision. Moi, c'est quelque chose que j'avais dit à Emmanuel Macron ce fameux jeudi, quand j'avais fait passer les messages sur le fait d'annuler les élections. J'avais dit, imaginons que nous, on ne soit pas en période d'élection, mais que ce soit l'Allemagne qui soit en train de faire des élections. Mais je pense que les Français et nos propres gouvernements auraient pris les Allemands pour des fous. C'est-à-dire que si on avait à côté de nous, en pleine crise du Covid-19, un pays qui organisait des élections municipales, c'est-à-dire qui intéresse, je crois que c'est là où les Français vont le plus, et que ça avait été l'Allemagne, on aurait donné des leçons en leur disant que c'était n'importe quoi. Donc je pense que évidemment que les autres pays nous regardent de manière un petit peu bizarre, que ça soit sur le masque, que ça soit sur tout ça. Et après sur l'Afrique, c'est vrai que c'est ce qui est un peu amusant pour eux, et j'espère qu'évidemment ils ne seront pas dans la situation. Pour l'instant, le virus ne se propage pas de la même manière, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se propagera pas, et là ça sera évidemment très difficile. Mais ils ont le sentiment que le monde s'arrête parce que effectivement des personnes meurent en Occident. Parce que vous imaginez bien que le nombre de morts en Afrique de paludisme, de tuberculose ou du VIH, voilà, est énorme. Donc ça veut pas dire. Moi, je suis très contente qu'effectivement on donne autant d'importance évidemment à la vie en Occident, mais c'est paradoxal quand on n'a jamais été capable de prendre en compte les vies lorsqu'elles sont pas chez nous. Oui, bien sûr. Depuis tout à l'heure, là, j'essaie de trouver. Je vous écoute et je me dis, mais quelle question je pourrais lui poser qui prête un peu à l'optimisme, parce que là, on sourit, mais on est quand même très noir, quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait être encourageant en ce moment? Pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui peut être encourageant quand même, c'est, vous l'avez dit en disant le roi est nu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de faire apparaître des choses qui n'apparaissaient pas avant, parce que tout le discours de ce gouvernement aussi qui m'a vraiment, de cette majorité qui m'a beaucoup gênée, moi, et qui m'a gênée depuis le départ, c'est de toujours dire que les fake news, c'est chez les autres. C'est-à-dire, ils répètent en boucle que eux disent la vérité
et que les autres, effectivement, mentent ou font des fausses informations. Moi, j'ai vérifié à plusieurs reprises que les ministres mentent. Je l'ai vérifié sur les sujets sur lesquels je me suis occupée de la taxe GAFA, je me suis occupée de sujets comme ça. Bruno Le Maire a passé son temps à mentir. Toutes les questions que j'ai posées sur, par exemple, je suis aussi vice-présidente du groupe d'amitié France-Iran et France-Afghanistan, toutes les questions que j'ai posées par rapport à l'Iran et notamment notre position par rapport aux Américains, la pression maximale, l'outil, le fameux outil d'échange, etc., les ministres ont menti. C'est-à-dire, moi, je prends le verbatim de toute façon des ministres parce que ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement de prendre ce qu'ils disent, parce qu'ils répondent ce qu'ils ont envie de répondre. Je pense que ça peut faire apparaître, ça ne veut pas dire que les autres ont la vérité non plus, ça peut faire apparaître qu'il n'y a pas la majorité qui détient la vérité, il y a d'autres vérités, et je pense que cette crise, elle permet de montrer des choses qu'on ne pouvait pas voir, et elle permet aussi peut-être à des gens de travailler ensemble alors qu'ils n'auraient pas imaginé travailler ensemble avant, en venant de sensibilités. Voilà, exactement. Non, mais sincèrement, je pense que dans les gens qui vont nous écouter, nous regarder, nous écouter, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est une ancienne députée En Marche, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver des moyens de travailler ensemble, les uns et les autres, à partir du moment où on a le même objectif et qu'on a les mêmes motivations. Vous pensez aussi que le jour d'après sera plus pareil que le jour d'avant, ou vous pensez que le système va se remettre en marche? Je pense qu'il sera à la fois pareil et différent. Il peut pas être la même, et ça peut pas être le même monde, dans le sens où justement des choses seront apparues qui ne pourront plus être cachées. Donc ça, j'y crois vraiment. Je pense qu'il y a des discours qui pourront être tenus qui ne pouvaient pas être tenus avant. Parce que combien de fois on m'a dit dis pas ça parce que ça va faire monter le Front National. Toute l'histoire là de nationalisme contre progressisme, pour moi c'est terminé. Je veux dire, si les gens ne comprennent pas. Donc moi je pense que ça sera le jour d'après, va permettre ça. Après, je pense qu'évidemment, les forces, j'allais dire, les forces d'avant, elles n'ont aucune raison de vouloir disparaître. Et notamment, tout ce qui est transition écologique ou énergétique, on a déposé des amendements pour que ça puisse être pris en compte un minimum, même dans l'urgence, parce que l'idée, c'était pas obligatoirement de demander de faire des choses qui empêcheraient les entreprises de sortir la tête de l'eau, mais que les grandes entreprises prennent et quand même des objectifs de transition énergétique et écologique, et effectivement, avec ce plan d'urgence, c'était quand même pas non plus demander des choses aberrantes. Ça n'a pas été le cas. Donc je pense que le jour d'après, au niveau de la transition écologique et énergétique, c'est sûr qu'elle n'est pas là encore. Je pense qu'il va falloir qu'on se batte. On se rappellera alors. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Gey, je suis ravi de vous avoir vu et parlé. Moi aussi, Denis. En tout cas, j'espère justement que c'est le début de larges coopérations pour pouvoir inventer ce monde d'après. Merci de votre disponibilité aussi. Au revoir. C'était très agréable. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir.